Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace. Dans la deuxième partie des grandes gueules, merci de votre fidélité, merci de nous regarder un peu partout à travers le monde, de nous écouter à Mamou dans la ville Carrefour sur Fraternité FM. Merci de nous écouter également à Farana sur Bambou FM. Vous nous écoutez à travers nos antennes régionales à Bokeh, Kindia, Zérékoré. Vous nous écoutez également du côté de Cancan sur la 99. Merci de votre fidélité. Continuez à réagir. Dans un instant, nous prendrons en compte vos réactions. Cette émission à retrouver également, il faut le dire, sur guinée114.com. Un éboulement a fait 15 morts samedi dernier dans la préfecture de Sigiri. C'est un drame de plus dans les mines artisanales de la Haute-Guinée. Pour ce dernier cas, le président de la République a demandé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances dans lesquelles la tragédie est survenue. Les réactions fusent de partout. Politiques et acteurs sociaux dénoncent une pratique qui a du mal à être maîtrisée. Nous sommes partis, vous l'avez d'ailleurs écouté à Tatakourou pour entendre Sekou Fantasimaga, un citoyen de la localité qui a donné donc des explications sur ce drame qui s'est produit le week-end dernier. Nous parlerons également justice et de la Fédération guinéenne de football qui prépare son congrès dans des conditions très difficiles. Vous suivez également cette autre actualité. Vos réactions, vous le savez, au 657 39 13 13 ou sur Twitter d'ailleurs. Par où nous allons commencer? Nous allons partir sur Twitter avec Patekourou Diallo qui nous écrit: cet éboulement à Tatakourou prouve à suffisance qu'il n'y a aucune réglementation minière qui fonctionne. Mes condoléances à tous les proches de ces victimes. De l'autre côté de l'actualité, il faut condamner la tentative d'intimidation d'Antonio Soare Alt. Nous allons d'ailleurs parler de cette autre actualité. Antonio Soare qui a reçu la visite d'hommes armés la nuit dernière. Excellence Baldé, le Guinéen, nous écrit sur Twitter, #espace GG. Bonjour la team des GG. Quand la jeunesse est laissée pour compte, voilà à quoi s'attendre des jeunes diplômés qui perdent la vie dans des conditions pareilles. C'est très triste, il le dit. Paix à leurs âmes. Donc sur Twitter, sur #espace GG. Nous continuons toujours sur Twitter avec Fodé Abbas Youla. Bonjour les grandes gueules. Le système judiciaire guinéen ne récompense pas toujours ceux qui disent la vérité, mais ceux qui ont le pouvoir de fabriquer celle qui les arrange. Une bonne justice est fondamentale pour toute vie sociale, heureuse, harmonieuse et juste. L'ancien DG Traoré, que dit-il lui sur le #espace GG? Il dit: bonjour les grandes gueules. À mon avis, ouvrir une enquête portant sur l'éboulement survenu à Sigiri est fortuite. La meilleure solution, c'est de mener une campagne de sensibilisation dans les zones minières et créer des emplois qui puissent donc permettre aux hommes d'oublier les mines. Kafumba Ramos Komara nous écrit également sur Twitter. Il dit: bonjour les GG, il est plus qu'urgent de prendre des mesures de prévention et de protection idoines des citoyens en améliorant leurs conditions de vie et de travail pour éviter la répétition de telles tragédies des mines à Tatakourou. Qu'il repose en paix. Amen. Nous partons cette fois avec Foromo Lama qui nous écrit également sur Twitter au #espace GG. Il dit: bonjour les grandes gueules. Si le pouvoir exécutif influence le judiciaire, cela veut dire que nous ne sommes plus dans la démocratie, mais plutôt nous vivons dans une dictature sans précédent. Halte à l'immixtion du pouvoir dans les affaires judiciaires. Cissé Bakongo, il dit: bonjour les grandes gueules. Vous privez les gens de leur liberté en les emprisonnant pendant des mois sans jugement et au final vous déclarez un non-lieu à leur encontre. Mais dans quel pays sommes-nous? Il veut dire: la justice fonctionne selon l'humeur du chef suprême et c'est dommage pour notre pays. Abou Kerouane Keita, bonjour Yaya et à toute l'équipe. Il faut que l'exécutif laisse le judiciaire jouer son rôle à l'endroit des détenus politiques, sinon notre justice ne serait pas cohérente. La libération des 30 prisonniers est un acte salutaire et un signe de stabilité. Il veut dire certainement ils doivent être dédommagés.
Ibrahima Sori Kouyaté, il dit ceci: les compromis et consensus tuent la justice. Pour la mémoire des disparus, il faut dire le droit afin que les coupables soient punis et les innocents relaxés. #espace GG. Nous partons avec ce dernier tweet avant d'aller sur le 657 39 13 13. Youssef Kaba: avec autant de morts enregistrés lors des récents scrutins, il n'y a pas de doute que l'État auquel incombe la protection des citoyens a lourdement fauté. Il aurait juste fallu créer des conditions de tenue d'un scrutin apaisé et équitable pour éviter ce qui est arrivé. #espace GG. Nous partons à présent sur d'autres plateformes pour relayer vos différents messages. Cet auditeur donc qui nous écrit, il dit: bonjour Madame Hiro et à toute l'équipe. C'est Mamadou Bondiare Diallo. La Guinée n'a jamais manqué de bonnes décisions, mais le constat est que l'applicabilité de ces décisions souffre par l'inadéquation entre celles-ci et le mode de vie des populations, chose qui amène ceci à un refus systématique donc d'observer ces décisions. Nous partons avec cet autre. Que dit-il? Il dit: bonjour Madame Hiro. Voilà, c'est le message que nous venons de lire. Nous partons avec Sinani qui nous écrit à l'instant: bonjour Diadia et à toute l'équipe des GG. Je présente mes condoléances au peuple de Guinée suite au glissement de terrain à Tatakourou dans la préfecture de Sigiri. Que leurs âmes reposent en paix et prompt rétablissement aux blessés. Vivement des enquêtes pour en savoir davantage sur les raisons donc de ce drame qu'on a vécu du côté de Sigiri. El Moyans: bonjour Diadia, bonjour les GG. Mes sincères condoléances aux victimes de Sigiri, paix à leurs âmes. Les Guinéens doivent savoir que ces détenus politiques résultent d'un trophée de guerre du professeur Alpha Condé avec son 3e mandat, qui pense à la galère des familles respectives de ces prisonniers, sans oublier les menaces de maladie et de mort dans le fameux hôtel 5 étoiles de Koronti. Un salut fraternel au visionnaire président Dr Ousmane Kaba, l'économiste chevronné. Voilà, c'est un partisan de Dr Ousmane Kaba donc qui nous envoie ce message. Peut-être deux derniers avant de continuer l'émission. Barry Alpha de Sangoya, il dit: bonjour les GG, toutes mes condoléances suite à la mort de nos compatriotes à Tatakourou et du procureur de Mafanko. Alpha, c'est vrai que le procureur de Mafanko aussi a perdu la vie, il est décédé, il faut le dire. Toutes nos condoléances à sa famille. Alpha Condé s'est décrété de deuil national que pour des dictateurs non guinéens et non pour ses compatriotes guinéens. Courage aux familles donc des disparus de Sigiri. Nous partons avec cet autre. Bonjour les GG. L'explication de monsieur de Sigiri face à ce drame, il n'a pas été du tout clair. Comment un grand homme peut descendre dans un trou jusqu'à 300 mètres de profondeur? Jean Keloua Ouendeno, professeur d'anglais résident à Koya, donc qui pose cette question. Bonjour les GG, vous ne lisez jamais mes messages. Pourquoi? C'est monsieur Camara qui pose la question. Eh bien, on vient de lire votre message, monsieur. Un dernier. Bonjour les GG. En Guinée, l'injustice bat son plein. L'hypothèse est hier, monsieur Soare a échappé à une tentative d'arrestation. Motif Alpha Condé, il le dit. On continue donc le cours normal de cette émission. Alors, on était justement à Sigiri avec cet auditeur, Ahmed Kourouma, qui n'est pas d'accord avec les termes employés par notre invité. Non, c'est pas que je suis pas d'accord. Qui utilise les termes de son niveau de compréhension. Non, justement, c'est là où ça devient très dangereux. Il faut faire attention à ça. Lorsqu'on dit de manière très claire à l'antenne que ce n'est pas un éboulement de terrain mais un glissement de terrain, cela suppose qu'on a les compétences pour le faire. Or, il ne les a pas, donc il vaut mieux garder raison, tourner 7 fois sa langue dans sa poche et attendre qu'une enquête officielle soit faite avant d'affirmer les choses. C'est mon point de vue. C'est son niveau de compréhension. Je ne crois pas, il faut arrêter d'excuser les gens. Normalement, c'est pas une question de niveau de compréhension. Quand on n'a pas les compétences, surtout il y a quand même 15 morts. Il y a 15 morts, c'est pas rien. Donc, il faut pas avancer les choses qu'on ne connaît pas. C'est tout. C'est pas une question de compréhension. Maintenant, Sigiri, il y a un livre qui a été heureusement écrit dans les années 60, qui est un livre de Frantz Fanon qui s'appelle Les damnés de la terre. On est en plein dedans. C'est-à-dire que lorsque vous exploitez des mines à ciel ouvert sans aucune réglementation, sans aucun respect des normes nationales ou internationales, ça ne peut donner que cela. Il y a toujours une causalité, des causes
cause à effet sur le fait qu'il y ait un éboulement ou un glissement de terrain. Ça veut dire que pendant des années, on a exploité ces endroits-là sans aucune précaution. Et puis, pour finir, des gens qui meurent parce qu'ils se reposent, je ne sais quoi. Lorsqu'on est dans une mine, on a à minima, on porte un casque. C'est vraiment le B à bas de la sécurité. Le problème, c'est quand les normes sécuritaires ne sont pas respectées dans un pays depuis des années, malheureusement, ça donne 15 morts. Le jour où on aura compris qu'il faut se mettre dans les normes internationales, qu'il y a des règles de sécurité qui existent et qu'il faut qu'on les applique, que ce soit dans les mines ou ailleurs dans notre pays, on aura compris beaucoup de choses et on va pallier justement, on va éviter ce genre de mort. Encore une fois, 15 morts, c'est beaucoup et c'est dû à la bêtise et au manque de précautions sécuritaires de notre pays. Djiba, le chef de l'État a quand même demandé l'ouverture d'une enquête par rapport à cette situation que nous avons vécue le week-end. Oui, on est dans un cercle vicieux. Vous vous souvenez, en 2019, on avait également demandé l'ouverture d'une enquête quand il y a eu 17 morts dans un éboulement. Donc, on est en train de partir comme ça, répétition. Et vous vous souvenez encore, dans la même préfecture, il y avait eu 8 morts en 2018. Et à Kouroussa, on nous parlait de 4 morts en 2020. Et donc, on est toujours dans le même scénario. Moi, je pense que l'État même a manqué d'anticipation. Vous vous souvenez que le Premier ministre avait fait un déplacement sur le terrain avec le ministre Bourema Condé. Ils ont donné 100 millions pour les familles des victimes à l'époque. Ils ont dit que le chef de l'État interdit que les gens exploitent de façon illégale ces zones. Alors, qu'est-ce qui a été fait depuis? Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Si on avait pris des mesures drastiques, je pense que c'est personne. Parce que lui-même, il a dit à l'antenne que c'est une zone qui a été interdite. Et vous vous souvenez, les 17 morts, c'était également dans une zone interdite. Mais ce qu'il ne faut pas occulter, c'est que l'État prend ses dispositions en venant chasser à chaque fois des personnes mais à cet endroit. Mais les gens reviennent. Il faut aller au-delà. Il faut impliquer les notabilités. Il faut impliquer les notabilités parce que ceux-ci sont très écoutés. Il faut qu'il y ait une sensibilisation. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut que ces gens-là soient agréés. Lorsque vous devez exploiter l'or, il faut qu'on vous dise, bon, est-ce que vous avez un papier? Est-ce que vous avez un papier qui certifie que vous devez le faire? Et puis, est-ce que vous respectez les normes sécuritaires? Justement, les normes sécuritaires. Et également, ces mineurs-là, il faut une formation. Il faut que les gens soient formés comment exploiter, là où il faut se placer, là où il ne faut pas se placer. Il y a un besoin de formation qui se pose avec acuité. Et pour finir, n'oubliez pas également qu'il y a un aspect aujourd'hui qui est en train de revenir au devant de la scène. C'est souvent cette zone-là et les mêmes périodes, parce que souvent on parlait de février, mais n'oubliez pas qu'on a interdit aussi l'exploitation pendant la saison hivernale. Et l'année dernière, les gens, ils ont exploité. L'état de saison des pluies. Des pluies, oui, les gens, ils exploitent parfois. Donc, je pense que vous annoncez des mesures, mais il faut aujourd'hui impliquer les notabilités et impliquer également, parce qu'il y a des services décentralisés, déconcentrés, il faut impliquer tout le monde pour que les gens puissent respecter un peu les normes. Et punir également ceux qui sont... Punir sévèrement tous les patrons qui ne respectent pas les normes. Encore une fois, on en revient à la sécurité. Et puis, je voudrais finir déjà. Excuse-moi, Moussa, excuse-moi 2 secondes. Il faut quand même qu'on se rende compte que dans ce pays, vous avez des mineurs qui sont dans les mines, des gens qui ont moins en général de 15 ans. La Guinée a été montrée du doigt. Oui, parce qu'on n'a pas mis l'accent sur l'éducation de ce côté. La Guinée, non, mais c'est tous ces facteurs-là. Si la pauvreté est là, elle sévit, vous n'avez pas mis l'accent sur l'éducation, les enfants vont se retrouver dans les mines. On dit exactement la même chose, mais ce que je dis, c'est que la Guinée a été pointée du doigt à ce niveau-là. Il faut que et le ministère des Mines et le ministère de la Sécurité fassent le ménage dans nos mines parce que c'est inacceptable ce qui se passe. Bien, allez-y Moïse. Oui, il faut leur trouver une alternative. Il faut leur trouver une raison d'exister au-delà d'aller dans les mines. Et puis, il faut aussi noter que l'État ne peut pas mettre derrière chaque citoyen un policier ou un gendarme. Et justement. Mais l'État doit être partout. Que même quand vous prenez la décision de construire une maison, vous avez droit à un permis de construire. Le permis de construire, qui le délivre? Ce sont des services de l'État. Lorsque vous voulez agir, en tout cas dans le domaine public, il vous faut une autorisation de l'État. L'État a quand même la possibilité de veiller à ce que ces sites-là, il n'y en a pas des milliers qui soient aussi gigantesques comme celui de Tatakourou, mais ces sites-là soient au moins réglementés. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est la complicité des représentants de ces couturiers qui sont là-bas. Un préfet, c'est quand même le prolongement des grandes gueules. Vous avez les sous-préfets qui sont là-bas, qui bénéficient de quelques compensations, de quelques retombées. Mais ces messieurs-là, parce que j'ai eu quelques photos, quelques vidéos du processus d'excavation et tout ça sur ces sites. Vous avez ces bennes, ils emploient quand même quelques moyens, quelques gros moyens. Vous avez des caterpillars qui travaillent, qui ramassent de la terre, qui remplissent les bennes. Et ces graviers-là sont rachetés par ces patrons dont il venait de parler, qui vont les faire laver ailleurs.
et pour trouver quelques petits grammes d'or. Mais quand tout cela est fait, lorsque vous avez la quantité que vous voulez, mais vous ne pouvez pas passer à la sous-préfecture sans déposer un paquet. Vous ne pouvez pas passer à la préfecture sans déposer quelque chose. Ils sont complices sur toute la chaîne, sur tout ce que se passe. Donc, dans ces conditions, aucune réglementation venant de Conakry ne peut être imposée là-bas. Parce que chacun y trouve son gain. Donc, on s'en fout qu'il y ait 1 ou 2 ou 3 mois. L'essentiel, c'est que l'exploitation continue et que les retombées sur les bureaux des chefs puissent être également perpétuées. Donc, je trouve que c'est cela le mal de ce pays. On n'en prend pas vraiment, on ne prend pas soin de la vie humaine. Et puis, il faut aussi indexer l'État. On a parlé la semaine dernière. À quoi ont servi les états généraux sur l'exploitation des mines? À quoi ont servi ces états généraux? Vous partez vous réunir en Haute-Guinée. Vous prenez toute la journée de leur paix. D'accord. Vous prenez toute la problématique parce que ça porte sur ce domaine également. Vous prenez toute la problématique, toute la chaîne. Vous définissez des réglementations. Après, vous vous séparez. Il y a eu des recommandations. Qu'est-ce qu'on en a fait? Absolument rien. Je trouve que à ce stade, il y a vraiment lieu de questionner aussi ces responsables de la place. Vous verrez que dans ces jours-ci, ils vont mettre quelques cordons sécuritaires, mais une semaine plus tard, on va aller à autre chose. Après, ils vont peut-être trouver une alternative. Ce qui s'est passé à Kouroussa a permis au gouvernement de sortir de terre un projet que j'ai vu cette semaine qu'ils ont appelé, je sais pas, Kouroussa Gold ou je sais pas quoi, histoire de dire qu'il y aura 1000 emplois qui vont être créés. C'est bien beau tout cela, mais après quoi? Ils sont dans la réaction, après que quelqu'un ait reçu du plomb comme un oiseau sur la toiture d'une maison à Kouroussa, après qu'il y ait eu tous ces soulèvements et ces dégâts matériels qui ont été causés. Vous verrez également du côté de Tatakourou, peut-être notre ami Moussa Tatakourou va bientôt rentrer au pays. On va leur offrir également on va leur montrer, il y a une alternative, voilà ce que vous pouvez faire. Parce qu'on est dans la réaction, on n'anticipe pas. On arrive, mais c'est pas du tout drôle, il faut le dire, Jacques Léo-Aleno. 15 personnes quand même, 15 Guinéens qui perdent la vie. On aurait pu décréter quand même, ne serait-ce qu'un jour, le deuil national. Non, ce ne sont pas les Tchadiens, toi aussi. Ils ne sont pas Tchadiens, ils ne sont pas burkinabés, donc il faut bien voir la situation et ce n'est pas nouveau ça. Mais comment comprendre cette banalisation de la vie humaine dans notre pays quand c'est des Guinéens qui perdent la vie? Madame, on est habitué en tout cas avec l'État, puisque c'est l'État seul qui peut décréter journée de deuil national. Donc, on est en deuil, chacun fasse son deuil. Nous, on n'a pas besoin de décret pour ça. Et l'autre chose, il y a des enquêtes qui sont tout le temps annoncées, mais on ne vient pas trouver la solution au problème. Vous savez, l'État, en tout cas sous Alpha Condé, est un peu impuissant devant certaines réalités de la Haute-Guinée. Je ne dis pas ça comme ça pour rien, parce que ailleurs on serait capable d'interdire et de mettre les moyens pour veiller à ce que ça ne continue pas. On ne dit pas qu'il faut finalement venir à l'interdiction de cette exploitation artisanale, mais quand on voit le drame que ça cause aujourd'hui dans les préfectures qui sont Sigiri, Mandiana et puis Kouroussa, je crois qu'il va falloir prendre, n'est-ce pas, des mesures. Mais il y a une catégorie, n'est-ce pas, dans ces zones-là qu'on appelle les tomboloma. Ce sont des super chefs. Ils sont parfois plus forts que les sous-préfets. Non. Les sous-préfets sont de l'administration déconcentrée. Non, le monsieur qui expliquait parlait des tomboloma. Voilà, les tomboloma. Donc les tomboloma sont des véritables chefs devant qui souvent... C'est un peu de surveillance dans les mines. Et ce sont eux qui octroient aussi les permis, non pas des permis, mais des zones. Qui octroient des zones, parce que dans l'exploitation artisanale vous ne passez pas au ministère des Mines pour obtenir quelque chose. Ça s'est fait comme un paysan s'élève pour aller cultiver son champ. Donc c'est un peu ça, et il n'y a pas d'alternative. Le problème d'éducation aujourd'hui en Haute-Guinée, ce n'est pas seulement les enfants de la Haute-Guinée, c'est aussi les enfants de la forêt. Ils quittent les préfectures de Gekedou, Kishidougou, Zérékoré pour venir, n'est-ce pas, à Sigirim pendant les périodes de cours. Ils sont nombreux là-bas et ils sont parfois moins âgés. En tout cas, ils n'ont pas 18 ans pour la majorité. C'est un problème véritable qui est là-bas. Il y a ces accidents, mais il y a également le fait que nous sommes en train de perdre une jeunesse véritable dans ces mines-là, qui abandonnent des cours, qui n'apprennent pas de métier, parce que si votre travail c'est de creuser, le jour qu'il n'y aura plus d'or, votre travail va s'arrêter. Vous savez, quand on prend du tramadol, Djadja, on ne sent plus rien. Avec du tramadol bien dosé, vous allez à des centaines de mètres sous terre. Les grandes gueules.
Et vous pensez que c'est ce que font ces miniers, ceux qui creusent? Vous pensez quoi? Il y a eu des Les gros camions qui partent, vous pensez pourquoi ils prennent la route de la Haute-Guinée? Et ce Les camions qui disparaissent là. Moi, j'ai pris du tramadol, là, j'ai pas été sous terre. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi tu Ça, c'était pour te soigner? Oui. Oui, mais c'est différent. Mais c'est différent. Ta réaction à l'entête démontre bien que ça démontre bien que tu n'es pas net. Bon, est-ce que tu n'en aurais pas abusé par hasard? Parce que ce matin... je commence à me poser la question. Ah, voilà. Maintenant qu'on en parle. Ce matin, on s'interroge. Je comprends à présent. Alors, Antoine Kourouma, vous avez également suivi cette actualité du côté de Tatakourou. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour venir à bout de ce problème? Parce que c'est un véritable fléau que nous vivons tous les ans. Chaque année, des Guinéens perdent la vie. Oui, et on va malheureusement continuer à perdre la vie dans ces zones-là parce que l'État l'a décidé ainsi. Guiba a rappelé tantôt quelques cas d'accidents qui sont survenus il y a 2 ou 3 ans en arrière. Et généralement, le bilan, il est énorme. Sauf que derrière, il n'y a pas d'action véritable prise. Généralement, on agit en fonction des événements. Vous allez voir, d'ici à demain, de nouvelles décisions vont tomber. On va demander à ce que désormais, à tel endroit qu'il n'y ait plus d'exploitation, le temps que les victimes ou les parents des victimes sèchent leurs larmes. Des décisions feu de paille. Après cela, on reprend nos activités. J'ai eu la chance de visiter Tatakourou dans l'émission hors série. On a été en 2015. Lorsque vous voyez les trous qui sont creusés dans ces zones minières, là, sur ces sites artisanaux, mais c'est à dormir debout. C'est le véritable labyrinthe. Vous voyez des gens qui entrent à l'intérieur, qui vont à des kilomètres en profondeur, qui creusent. Mais vous n'imaginez pas si un être humain normal peut faire cela. Mais les gens le font. Des gens qui parfois sont à des âges d'adolescents, qui creusent des trous, mais à des profondeurs mais inimaginables. Mais ils le font et juste pour extraire un fine de petites choses qu'on appelle de l'or, qui leur rapporte beaucoup d'argent. Vous voyez donc, si souvent des gens le font, c'est que d'autres les y encouragent. Ceux-là qu'on appelle les patrons, ce sont ceux-là qui achètent les portions de terre. Il y a des gens qui achètent les domaines parce que ce n'est pas gratuit. Lorsque vous les achetez, il y a des gens qui creusent pour vous. Lorsqu'ils creusent, derrière, il y a des pourcentages qui reviennent à chacun. Il y a ceux qui creusent, il y a des dames qui tamisent les grammes, le sable, et chacun joue son rôle. C'est sur une chaîne. Il y a 2 dames parmi les victimes. On parle de 2 femmes. Donc, je me dis que l'État, encore une fois, ne prendra pas de disposition. Ça va rester comme ça. On va continuer à observer la situation telle qu'elle se passe en Haute-Guinée, jusqu'à ce qu'un jour, on ne le souhaite pas, qu'il y ait un drame pour que l'État décide enfin d'agir de manière concrète avec des agents sur le terrain. De l'autre côté, ce qu'il faut dénoncer également, c'est le comportement parfois plus ou moins responsable des citoyens. Certains citoyens savent pertinemment souvent qu'il y a des risques à aller sur des sites, mais ils y vont quand même. Lorsque vous voyez parfois les dangers... C'est le cas de cet endroit où les gens ont été chassés à plusieurs reprises. On a suivi le témoignage de cet habitant de Tatakourou qui a dit qu'on a empêché, qu'on a dissuadé les gens d'y aller, mais ils y sont allés tout de même. Il faut parfois aller avec la chicotte, dire aux gens que lorsqu'un endroit est interdit d'accès, il ne faut pas y aller. Il y en a un qui a fait la prison. Il y en a qui vont la nuit souvent. C'est là où on a signalé ça à un moment donné. C'est là qu'on parle de clandestinité. Il y a eu le cas Kouroussa. Kouroussa, là où récemment il y a eu cette interdiction je crois que c'est à Kouroussa, où on a interdit aux gens d'accéder à un site, il y a eu des soulèvements et tout cela. À ce niveau, il faudrait qu'on indexe aussi la part de responsabilité des citoyens qui parfois essaient de défier l'État, essaient parfois par entêtement. Non, il faut accompagner les décisions. Il n'y a pas de travail. On ne peut pas risquer sa vie. Il faut accompagner, motiver les Ils vont manger quoi? Ils vont manger quoi? Qu'est-ce que vous leur offrez? Mais ce n'est pas une raison. Ça est différent. L'État est certes irresponsable, mais ce n'est pas pour autant qu'on va risquer nos vies. Lorsque les citoyens savent qu'en y allant, ils vont perdre la vie. Ils risquent la vie s'ils ne creusent pas. Mieux vaut s'abstenir d'y aller. En s'abstenant, ils risquent également de mourir d'une manière ou d'une autre. Vous encouragez les gens à risquer leur vie, quelles que soient les conséquences. D'abord, vous avez la dégradation de leur zone cultivable. Vous avez la dégradation de ces zones cultivables parce qu'il y a des entreprises minières qui sont bien installées, qui utilisent de gros moyens, qui viennent tout décaper. Il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas du tout, comment on appelle, d'alternative pour les jeunes. La jeunesse n'a pas d'emploi. Vous avez toutes ces réalités-là. Mais vous pensez qu'un père de famille
face à cela, va s'asseoir à la maison en attendant qu'il y ait peut-être une autre perspective et ne va pas aller en attendant se débrouiller dans une mine en place. Je pense que c'est l'État. Non, c'est l'État qui contribue. Il serait mieux d'interpeller la conscience des gens. Je suis d'accord. Qu'on les interpelle afin qu'ils évitent parfois les risques de leur vie. C'est un cas illustratif. Mais au lendemain de ce qui s'est passé, je vous dis qu'ils ont promis 1000 emplois avec une société qui va s'installer et qui va employer principalement les jeunes de la localité. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est bien possible. L'autre constat qu'on a fait dans la zone quand on y a été en 2015, on a vu des étrangers, des Burkinabés en nombre important, même des Ivoiriens qui sont à Tatakourou, qui ont pu construire des abris de fortune à l'aide de plastique bleu, également de paille, qu'ils ont construit dans une zone assez vaste où ils vivent des milliers de personnes qui sont là, qui vivent de façon... c'est comme des esclaves qui vivent là. Pardon de le dire, mais on n'a pas l'impression que c'est des êtres humains. Ils ont des façons à eux de vivre. Vous voyez, vous entrez dans des maisons parfois où souvent certaines femmes viennent pour la prostitution. On y a vu des gens qui viennent de loin juste pour ça, que les enfants sur place. C'est tout comme le contrat. On passe un contrat avec ils font des enfants. Lorsque ces enfants naissent, on les laisse là, on repart de là où on vient. Il y a une réalité vraiment différente qui se fait dans ces zones-là. Il faut que l'État agisse de manière concrète afin qu'on nous évite des situations fâcheuses dans les semaines ou mois à venir. Allez-y, Daouda, pour clore. Moi, je crois que c'est un fait, comme on le dit, des serpents de mer. On ne peut pas aujourd'hui vouloir coûte que coûte qui se mange la queue. On ne peut pas aujourd'hui catégoriquement demander aux citoyens de quitter les mines ou d'arrêter l'exploitation artisanale ou clandestine. C'est très difficile de vouloir aujourd'hui que les gens, leur activité, c'est leur activité principale. Quand vous allez à Tatakourou, vous allez à Doko et autres, c'est leur activité. Comme quand vous allez à Wendekenema, les gens sont dans l'agriculture. De l'autre côté, les gens sont dans l'exploitation des mines. C'est leur agriculture, ça. C'est leur activité principale. Alors, leur demander aujourd'hui de le faire, je peux bien comprendre qu'on est derrière ou à côté des alternatives. Mais si vous n'offrez rien, vous ne proposez rien aux populations, vous ne pouvez pas catégoriquement leur demander d'arrêter l'activité qu'ils font. Comment ils vont vivre? Et aujourd'hui, la clandestinité dont on parle, c'est toujours avec la complicité des autorités locales. Il n'y a pas de clandestinité sans complicité des autorités locales. Et l'État, quand Antoine dit que les gens défient l'État, les gens ne défient pas l'État. Mais vous ne pouvez pas, par exemple... Ils cherchent à survivre. Le cas de Kouroussa, par exemple, c'est différent de ce qui s'est passé du côté de Tatakourou. À Sigiri, à Kouroussa, on a interdit une zone qu'on dit avoir attribuée à une société. Et de l'autre côté, ça, ce n'est pas une interdiction, mais plutôt, c'est un endroit qui a été déjà exploité, mais qui n'était plus vraiment en vraie activité. Et comme toujours dans les autres localités, les gens reviennent toujours pour voir comment ils peuvent trouver d'autres choses. Daouda Mohamed Kamara, on va rester en Haute-Guinée pour parler d'un tout autre sujet, mais très préoccupant, ce conflit frontalier à Mandiana. Nous avons le sous-préfet Fodé Traoré en ligne. Il va essayer de nous expliquer ce qui se passe de ce côté. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Traoré. Ouais, alors bonjour, comment allez-vous? Bien, allez-y, Jacques Lévaleno. Alors, on nous a signalé ces affrontements encore hier, ou non, le week-end à Dalakan. Dalakan, c'est dans la sous-préfecture de Morodou. Et ce qu'on nous signale sur place, c'est que les militaires maliens auraient fait usage d'armes. Racontez-nous effectivement ce qui s'est passé et la situation qui prévaut actuellement là-bas. Ok, merci beaucoup. Effectivement, ce que vous avez dit, c'est tout à fait vrai parce que l'événement a commencé depuis le vendredi passé. Le vendredi, bon, il y a eu les opérations de drague, c'est-à-dire les travaux de face le fleuve qui consistent à chercher de l'or. Il y a ces dragues-là qui étaient venues au nombre de 9 équipes. Donc les jeunes n'ont pas de Dalakan, alors ils se sont mobilisés là-bas pour aller s'installer autour et on leur a dit là-bas qu'ils ne vont pas travailler là-bas parce que c'est une chose là-bas qui est interdite quoi. Donc c'est ainsi là-bas qu'ils ont continué. Le lendemain, c'est-à-dire le samedi, ils sont venus là-bas en grand nombre maintenant là. Donc bon, moi il doit Qui est venu en grand nombre? Allô, monsieur Traoré? C'est toujours là-bas, c'est ceux qui vont là-bas. Les travaux sur le fleuve, là, les dragues là.
Oui, ils sont des Guinéens ou des Maliens? C'est des Maliens, c'est des Maliens. Bien, des civils? Bon, des civils, naturellement. Bien, allez. Quand ils étaient venus, bon, j'ai pris contact avec le sous-préfet de Guinée-Nikoro. Bon, et le préfet de Mandjana aussi a pris contact avec son homologue, le pas de Djampolila, parce que de part et d'autre, eux-mêmes ils savent pas que c'est condamné, quoi. Bon, mais ils ont pris la promesse de pas qu'ils allaient envoyer la garde nationale de pas pour les déguerpiller. Chose de pas qui a été effectivement faite. Bon, la garde là est arrivée. Bon, alors on n'a plus constaté maintenant leur présence. Ils ont continué à pas en aval, en amont pas du fleuve. Hein? Bon, après le départ de pas de la garde, les gens m'ont dit de pas qu'il y a des coups de fusil. Moi, je me suis dit pas que non, que c'est la garde nationale de pas qui est là et qui fait des tirs de sommation pour les évacuer, quoi. Mais finalement, on a compris que c'est des tirs qui ne finissaient pas. Ça ne finissait pas. Et on a compris aussitôt que c'était des militaires pliés. Évidemment, ce n'était pas seulement que des militaires, il y avait aussi le pas de civils parce que il y avait des coups, les coups de fusil, il y avait les coups de fusil de chasse et aussi des fusils de guerre aussi, quoi. Donc pendant presque toute la journée. C'est pas la première fois. Monsieur Traoré, c'est pas. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. C'est pas la première fois qu'il y a altercation, qu'il y a des problèmes au niveau de cette zone. Quelles sont les dispositions qui ont été prises, notamment par les autorités guinéennes? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, la zone, normalement, elle est suspendue, on ne devrait pas l'exploiter, n'est-ce pas? C'est cela? Tout à fait. Mais quelles sont les dispositions qui ont été prises, notamment des deux côtés? En termes de sécurité, aujourd'hui, à Morodou, vous avez combien d'agents pour veiller sur la zone? Par rapport à ça, vous savez, il y a des zones tampons, quoi. Bon, les habitants du fleuve, les habitants de Dalakan, alors ont leur activité derrière le fleuve. Donc, ils ne peuvent pas ne pas partir là-bas. Toute leur activité minière, tout est derrière le fleuve. Bon, donc il est question de faire d'une délimitation vers là-bas, quoi. Si ça ne s'est pas fait, alors les altercations ne s'uniront pas. Parce que tout le temps, on est en train d'assister à des tristes expériences. Et pour le cas d'hier, le cas qui s'est récemment passé là, il y a eu un militaire qui a été victime d'un coup de balle et qui a été évacué à Mandjana. Bon, okay, hier, un militaire guinéen donc. Sur le champ. J'étais sur le champ hier avec monsieur le maire et beaucoup de responsables de la sous-préfecture. Bon, on s'est regardé, on était là-bas, on les voyait de l'autre côté passer. Derrière le fleuve, il y a une colline. C'est sur cette colline-là, le pas qui dépasse pour envoyer les coups de feu, quoi. Donc, toute la journée, on les regardait. À peine qu'on a quitté là, alors les coups de feu, les coups de feu ont repris encore. Bon. Donc, vraiment, moi, je crois que c'est... Monsieur Fodé Traoré, sous-préfet de Mandjana, c'est cela. Allez-y, Moussa Moïse. C'est pas Mandjana, c'est... Voilà, monsieur le sous-préfet, il y a quand même lieu, je me pose des questions. Cette histoire, ce conflit date depuis les années 60-70. Et à l'avènement du président Alpha Condé, il y a eu plusieurs réunions, des rencontres d'ailleurs qui sont effectuées à Bamako, qui se sont effectuées à Conakry. Et l'affaire a été portée au haut niveau afin de trouver une solution définitive à ce conflit-là. Qu'est-ce qui a été dit par les autorités, en tout cas votre ministère, le ministère de l'administration? Qu'est-ce qui vous a été communiqué comme information sur la fin de ce conflit-là? Parce qu'il avait été dit qu'une zone commune a été trouvée pour la délimitation. Tout à fait. Bon, il y a eu beaucoup de rencontres, comme vous l'avez dit là, beaucoup de rencontres à Kankan, à Mandjana et même à Djampolila. Récemment, même les maires étaient, même pas encore 4 jours, les maires étaient à Djampolila, dans ce même cadre, quoi. C'est-à-dire la formation des groupes locaux, des groupements de part et d'autre qui feront des groupements de sorte pas qu'il y ait des infrastructures communes là et qui éviteraient de part et d'autre des affrontements, quoi. Bon, mais si c'est les responsables qui comprennent, les citoyens ne comprendront pas. Là au moins c'est clair. Donc la seule solution,
pour pallier pas à séparation, c'est de procéder pas à la délimitation. La délimitation à mettre pas des bornes. Bien. Ainsi, bon, je ne dis pas que les conflits ne vont pas prendre, mais ça va beaucoup diminuer. Ainsi, les autorités n'auront pas besoin de coûter beaucoup de salive ou beaucoup d'encre. Fodé Traoré, j'allais dire, sous-préfet de Morodou dans la préfecture de Mandiana, bien évidemment. Alors, est-ce que la situation est calme aujourd'hui, pour terminer, monsieur le sous-préfet? Non, de nos jours là, il y a quand même de la calme parce que depuis quand il y a eu une victime du côté guinéen là, parmi les militaires, et aussitôt il y a eu pas de renforts. Il y a eu une vingtaine de militaires qui se sont ébranlés, le long du fleuve pour pouvoir non seulement rassurer les populations, mettre les populations en sécurité, mais aussi, d'une éventuelle riposte. Bien. Monsieur Fodé Traoré, merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Cette liberté d'un ton qui nous est chère, qu'on n'est pas prêt de lâcher. Merci de nous regarder un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité au programme de Radio Espace Guinée et d'Espace TV. Nous continuons donc les grandes gueules Moussa Moïsi là avec une toute autre actualité. Mais vous voulez d'abord réagir à ce sujet de... Juste dire au président de la République qu'à la frontière entre la Guinée et le Sénégal, il n'y a pas eu un seul coup de feu. Il y a des coups de feu du côté de Mandiana, à la frontière entre le Mali et la Guinée. S'il faut chercher à sécuriser une frontière, monsieur le président, il faut aller sécuriser là-bas. Parce que si ça avait été notre pays, j'imagine, je n'ose même pas imaginer, si ça avait été notre pays, parce que le Mali, quand le Guinéen parle du Mali, on a l'impression qu'il parle de son propre pays. Si ça avait été notre pays, dans un contexte pareil, un coup de feu a quitté un territoire étranger pour le territoire guinéen, et de surcroît, une balle qui a touché un militaire guinéen, je pense que vous n'imaginez pas les conséquences, les dégâts que ça aurait pu créer. Mais ils sont en train de gérer ça d'une manière assez nonchalante. Le problème, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Depuis 1970, mais au-delà de ça, 46, d'accord. Parce que cette histoire les a même conduits à aller interroger le colon, ironie du sort, pour que le colon nous départage. Ils ont sorti les cas. Le problème même à Morodou, c'est un PA qui est là, avec des agents qui ne sont pas suffisamment armés. Du côté de Djamfoïla, donc la préfecture malienne, c'est vraiment une unité militaire bien équipée qui se trouve là. Soit on ne veut pas de cette parcelle, on veut redonner ça à nos voisins du Mali, on redonne, on essaye de convaincre à nos compatriotes qui sont à la frontière de céder, ou on veut s'y attacher, ou on envoie, n'est-ce pas, la sécurité qui est proportionnelle à celle qui est du côté du Mali. On respecte les tracés qui ont été établis depuis l'ère coloniale, c'est tout. Mais on ne peut pas gérer cette situation comme ça en disant ils vont s'entendre. Et puis, Sékou Touré, un tel problème, je pense qu'il avait à l'époque trouvé quelques petits moyens pour que cela puisse se calmer. Ils auraient pu faire appel à des gens qui connaissent un peu l'histoire. Ces deux peuples-là qui sont de l'autre côté, des deux côtés de la rive. Mais vous fouillez bien, vous trouverez que ce sont des cousins. Mais de la manière dont c'est géré, c'est vraiment pas la peine parce que ça va continuer à tirer. Et un jour, ça va virer au drame. Il faut vraiment trouver une solution définitive à cela, monsieur le ministre de l'administration du territoire, Bourema Condé. Bien, j'espère que le message va tomber de bonnes oreilles. On va à présent changer de registre, bien évidemment, en parlant de football. Oui, la Fédération guinéenne de football, les candidatures connues, Djiba Milimono. Oui, justement, il y a les candidatures ont été, diffusées par la commission électorale. Le week-end, c'était le samedi. Pas sans tractation, avant. Oui, tout à fait. Après, vous avez KPC, dont la candidature a été validée. Vous avez Boubatri. Il revient dans la course. Vous avez également, parce qu'il n'avait pas un problème avec la commission électorale, mais plutôt la commission de recours, qui avait recalé sa candidature. Vous avez également Chérif Souleymane, le Ballon d'Or, dont la candidature a été retenue. Sans oublier KPC et AKB également, dont la candidature a été retenue. Maintenant, ces candidatures sont connues, mais sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème parce que
c'est le fait de l'exécutif qui continue à s'immiscer un peu dans le football, ce qui est quand même en porte-à-faux avec les dispositions légales, parce que si vous prenez un peu les statuts de la fédération, prenez la loi électorale sur le football en Guinée, l'exécutif normalement ne devrait pas s'inviter dans la danse. Fort malheureusement, nous apprenons que le même jour, pratiquement, le chef de l'État a reçu KPC, Antonio Soare, Mathurin Bangora et également Super V pour aller sur l'idée d'un projet de candidature unique derrière KPC. Et c'est là que tout est parti. Et après, le lendemain, les membres statutaires sont montés au créneau pour dire attention, ce qui s'est passé à Sectoria n'engage que l'exécutif. Nous sommes des membres statutaires. C'est à nous de décider la Guinée risque de prendre des sanctions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les pouvoirs publics s'éloignent du football guinéen. Vous ne pouvez pas convoquer des gens. D'abord, Antonio, il a été exclu de la course. Il a décidé de se retirer. Donc, si on devait convoquer des personnes, on aurait pu convoquer KPC, AKB et Chérif Souleymane, également Abou Batri. Les candidats, on les convoque, on les écoute. Est-ce que vous êtes disposé aujourd'hui à renoncer à ce que KPC occupe la tête de la fédération après qu'il y ait des deals pour donner la vice-présidence à un candidat, le secrétariat, ainsi de suite? Ça n'a pas été fait. C'est des personnes qui n'ont rien à voir avec ceux-là qui ont été convoqués. Et moi, j'ai écouté AKB le week-end qui disait que lui, il est candidat, il va se présenter. Donc, ça complexifie un peu les choses. C'est regrettable que l'exécutif s'immisce quand il s'agit de nommer des personnes. Le pouvoir, il est là, mais lorsqu'il s'agit de créer des infrastructures telles que des stades, ils sont absents. Lorsqu'il s'agit de payer les primes des joueurs, ils sont absents. Lorsqu'il s'agit de revoir la politique sportive du pays, ils sont absents. Je pense qu'aujourd'hui, si on continue dans les jours à venir, si on ne prend pas garde, eh bien, c'est la FIFA qui va s'inviter dans la danse et on risque de devoir l'installation d'un comité de normalisation à lieu et place d'une fédération normale qui va sanctionner malheureusement le pays. Ahmed Kourouma, un imbroglio qui ne dit pas son nom. Depuis quelques semaines, on ne fait que parler de cette actualité. Mais oui, parce que le congrès de la Fédération guinéenne de football. Parce que depuis quelques semaines, malheureusement, nous sommes tombés dans le ridicule absolu. J'ai été de ceux qui ont commenté la lettre de la FIFA ici lorsqu'elle est arrivée, et j'ai dit, je l'avais dit clairement, que c'était une lettre diplomatique, mais qu'elle disait clairement qu'Antonio ne devait pas ou ne devrait pas se présenter. Là, on est dans un... Alors, il faut faire attention, Guiva. Le politique commence à s'immiscer dans le football, ou plutôt dans le sport, lorsque c'est l'image du pays qui est en jeu. Non, mais justement, c'est les politiques qui mettent en jeu l'image du pays. Non, il y a d'abord... Non, il faut qu'on soit clair. Dans les autres pays, lorsqu'il y a un problème, vous avez des instances qui règlent. Lorsque vous pensez qu'il y a un problème, vous saisissez soit la FIFA ou la Confédération africaine de football. Oui, Donc, vous les saisissez. Oui, mais... C'est à eux de prendre des décisions. Mais lorsqu'un chef d'État fait des vidéoconférences avec une secrétaire de la FIFA, pour exclure un candidat de la course, il faut se poser des questions. Je pense qu'on a poussé trop le bouchon. Je pense que tu n'as pas bien compris. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que le président la FIFA a donné des explications. se mette à l'écart de cette situation. Sinon, après on va l'écouter, la FIFA a donné des explications au président de la République pour savoir les problèmes qu'il y avait au sein de la Fédération française guinéenne de football, ce qui est somme toute normal. Il ne faut pas faire trop d'amalgame. Il y a effectivement une immixtion, encore une fois, du politique lorsque l'image du pays est en jeu. Et que je sache, le football guinéen est non seulement effectivement sous le joug de la FIFA, mais aussi dépend aussi du ministère des Sports. Donc il y a un mélange des genres dont on peut s'étonner. Mais ce mélange des genres existe, parce que le football est hautement politique. Bref, ce que je dis, c'est qu'on est dans le ridicule depuis cette affaire depuis très longtemps. Il y a des erreurs qui ont été commises de part et d'autre. On aurait dû à un moment donné surseoir justement à cette élection, prendre du recul sur 6 mois, demander à prendre du recul et qu'on fasse le ménage, ou plutôt que la Fédération guinéenne de football fasse le ménage, règle ses problèmes internes. Et puis mettre en place un comité? Non, même pas. On n'a pas besoin de ça. Il n'y a même pas besoin de comité. Il y a juste besoin, à un moment donné, de prendre du recul, qu'il y ait un audit ou des enquêtes qui soient faites. Pourquoi il y a un problème dans le rouage, dans la mécanique du football guinéen, qu'on fasse un bilan et puis ensuite, intelligemment, on va aux élections. Malheureusement, dans ce pays, tout est fait dans la précipitation. On va, comme tu l'as dit, on va encore aller dans une élection qui va de toute façon poser encore des problèmes. Et ce qui serait évité, et ce que personne ne veut, c'est qu'effectivement, il y a un comité de normalisation qui soit mis en place. Et ce serait déplorable pour la Guinée, surtout qu'on doit, dans quelques mois, organiser la CAN. Voilà, donc... Bien. Allez-y, Moussa Moïse. Je pense que si on continue à cette allure, il va falloir, même au niveau du championnat national, demander au Monsieur le Président à quelle équipe donner le trophée. C'est ridicule à un moment, on ne peut pas continuer comme ça. Mais pour une première fois,
Je comprends, le contexte était assez dense, il y avait une pression, il y avait la tension dans la cité, Antonio Soiré et KPC et tout ça. Vous faites appel, vous demandez à la secrétaire, comment on appelle, à la secrétaire générale. Exactement, d'intervenir. D'accord. Mais en même temps, pour quelqu'un qui a accepté, au regard de tout ce qui lui a été dit, il s'est mis à l'écart du football. Il n'est plus dans la course, il n'est plus engagé, il n'est plus président de la Fédération guinéenne de football. Il est à l'écart. Vous dites encore que son nombre continue de gêner. Quand même, vous voulez quoi? Qu'il disparaisse? Moi, je ne voudrais pas quand même qu'on pousse, comment on appelle, l'humiliation à l'extrême. Il aurait un candidat, c'est ça? Antonio et alors, Akabe notamment. et s'il l'avait? Et alors? C'est un crime? Il ne l'a pas magnifié. Et en plus, d'ailleurs, Akabe, je trouve qu'il est grand de taille et tout ça, mais il doit se faire valoir, quoi. Il faut que se fasse valoir. Parce que si on vous présente comme étant une marionnette de Antonio Soiré, mais à un moment donné, vous sortez un peu de vos gants, vous dites, mais c'est moi qui ai décidé de me présenter et je le fais avec mes propres stratégies. Mais on ne peut pas encourager l'exécutif à agir de la sorte. Il y a eu trop de réunions par rapport au football là-bas. Il faut tenir des réunions par rapport à nos stades. Comment les rénover? Comment en construire? Comment faire de telle sorte que nous soyons au rendez-vous de 2025? Je vous cite juste quelques passages de la colère de la FIFA à l'époque en 2010 lors de la débâcle de l'équipe française. L'immixtion des politiques de certains du président français à l'époque dans le football français. Et alors, la FIFA, à l'époque, cette Blatter a dit des mots qui ont choqué l'opinion, qui ont choqué notamment ses politiques. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, par exemple, en France, ils ont fait du football une affaire d'État. Mais le football reste entre les mains de la fédération. Ensuite, il rajoute, la Fédération française de football peut compter sur la FIFA en cas d'ingérence politique, même si cette ingérence a lieu au niveau présidentiel. Alors, donc c'est un message clair. La FIFA agit donc en cas d'ingérence et cela ne veut pas absolument dire que l'État ne peut pas intervenir, mais c'est dans le niveau, c'est au niveau quand même de la construction des infrastructures et autres. Mais on ne peut pas quand même encourager ce qui se passe dans notre pays et faire croire que le président est en train de régler des choses. Oui, mais peut-être que l'État est là, peut-être que l'État est là à titre consultatif. Non, c'est pas ça. C'est pas son c'est pas normal. L'État. Il y a des candidats qui sont déclarés. Mais à un moment donné, dites-nous, mais qu'on arrête toutes les règles. Le comité qui est en place électoral, mais que cette commission-là, qu'elle soit dissoute et que tous ceux qui sont là pour l'organisation de ces élections, qu'ils soient mis à l'écart. Parce que on a l'impression que les données sont déjà, les dés sont déjà bipés et que le seul vainqueur est connu. C'est pas normal. Même celui qui va remporter cette victoire ne sera pas fier. Parce que qui triomphe sans peine, j'ai oublié cette citation d'ailleurs. Sans gloire. Exactement. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça me revient. Donc, s'il arrive à la tête de cette fédération, dans ces conditions-là, je pense que ça va être assez dommage. Et le cas d'hier, déjà, parce qu'il faut qu'on en parle. Ouais. Justement, ces gendarmes qui ont débarqué chez Antonio. Le cas d'hier, c'est incroyable, c'est inimaginable. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'aurais pu parler avec quelqu'un du quartier et j'aurais peut-être douté. J'ai parlé avec l'intéressé. Il n'est pas quand même arrivé, il ne peut pas tomber si bas à inventer des choses. Une descente chez lui à domicile à des heures indues, 22 heures, pour soi-disant une sorte de rafle. Parce que des instructions auraient été données pour sortir des domiciles privés, les policiers et les gendarmes qui gardent des citoyens. Et qu'il faut garder des lieux publics, des lieux stratégiques. Mais c'est au lendemain de la sortie du monsieur de la Fédération guinéenne de football qu'on se rend compte que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas garder. Ce pays, quand même, c'est pas quand même. Moi, je dis, on a des choses à lui reprocher sur certains plans, mais on ne peut pas faire de lui quand même quelqu'un qui n'a rien fait pour son pays. C'est comme s'il rejoignait. Voilà, c'est pas normal. Il a en termes de soutien, même aux actions du président de la République. On aurait pu passer un coup de fil, appeler ces personnes, éventuellement que ces personnes soient là. C'est une intimidation. Ça ne tient pas du tout la route en termes de soutien aux actions du président. Parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Mais nous sommes au courant des fonds qui sont injectés pour soutenir les actions du président. Un peu partout. On ne peut pas l'humilier de cette façon. C'est pas normal. Déjà qu'il s'est retiré de cette histoire de football, de cette histoire de Fédération guinéenne de football, il faut appeler KPC et comment elle s'appelle, Akabe à la présidence de la République. C'est Akabe qui doit être reçu par le président et les autres candidats. C'est lui le candidat. Voilà, c'est lui le candidat. Mais il faut consulter aussi les membres statutaires. Allez, Antoine, rapidement. Ce qu'on ne dit pas clairement dans cette histoire, c'est après ce qui s'est passé hier et la suite logique de ce qui s'est passé à Sékou Touré.
Il a été dit à Sékou Touré, selon nos informations, qu'il fallait un candidat unique, KPC. Il fallait nommer à la vice-présidence AKB, et je crois au secrétariat général Super V. Mais c'est la commission qui a dit niet, c'était pas la Antonio. Décision de Sékou Touré. Les membres statutaires ont rendu public un communiqué, je crois, le samedi, pour dire qu'ils s'opposaient à ce consensus de Sékou Touré et qu'il fallait aller au congrès électif. La commission électorale a rendu public la liste des candidats et on dit que c'est Antonio qui tire sur les ficelles. C'est Antonio qui fait en sorte qu'on ne veuille pas respecter le choix du tout-puissant qui est Alpha Condé. Mais si on va à cette allure, on est en train de vouloir faire la stratégie Infantino à la FIFA imposée à la CAF. C'est-à-dire ne pas aller aux élections, imposer des hommes. Mais si vous avez accepté que des candidats se retirent pour des élections saines en respectant les textes, j'ai envie qu'on aille avec le respect des textes. On ne peut pas, dans une telle course, imposer un candidat qui est KPC, et de jour en jour, je constate largement que le candidat finalement de Sékou Touré, c'est KPC. Et on se rend bien compte que dans cette histoire, il y avait des non-dits. Les politiques, apparemment, avaient leur candidat, et KPC, aux yeux du monde, est le candidat de la présidence. Et beaucoup le disaient au départ, et c'est l'impression que j'ai. Est-ce que tout ceci n'a pas été monté finalement pour mettre au grand jour KPC que désirait Alpha Condé? Est-ce que tout le scénario du retrait d'Antonio Soiré, de la cacophonie au sein de la Feguifoot n'a pas été fait pour que KPC vienne au devant de la scène? Et n'oubliez pas qu'il y a 2025 qui arrive à grands pas, qui est la CAN 2025. Il y a une affaire de grands sous dans cette histoire, et j'ai l'impression le jeu est bien monté afin de faire tomber les uns au profit des autres. C'est une affaire de gros sous, et ce qui s'est passé hier au domicile d'Antonio Soiré est une honte pour la Guinée. J'ai vu la photo. Ce n'est pas encourageant pour les investisseurs, pour les nationaux guinéens qui agissent pour le football guinéen, pour la culture guinéenne. Ce n'est pas du tout net ce qui se passe. Et là, c'est pas moi. C'est une honte. A un dictateur dans ce studio. Quand c'est fini, c'est fini. C'est la fin de l'émission. Quand même, hein? Merci à Mohamed Gabi qui a géré les sons et qui a fermé les micros. Là. Merci à tous à l'international. Merci à toute l'équipe de la régie. Merci à Vladimir Poutine, à Nala Sidibé, à tous les autres qui ont qui ont réalisé cette émission du côté de la télé. C'est un plaisir de vous servir. À demain pour un autre numéro des Grandes Gueules.